où on fournit l'énergie à la population et on permet à la population de vivre. Sans énergie, aujourd'hui, on fait plus rien. Libérons-nous des tâches inutiles qui apportent pas grand-chose au quotidien pour pouvoir effectivement libérer le meilleur de ce qu'on peut apporter en tant qu'être humain. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'Interface, le podcast dédié à l'informatique où nous recevons des acteurs du monde de l'informatique. Aujourd'hui, nous recevons Michel de Suzanne, qui est responsable infrastructure et réseau et cybersécurité au sein de l'entreprise CVE à Marseille. Nous allons parler du métier, de l'IA, de la cybersécurité, de la vision à l'avenir, du matériel informatique, du choix des prestataires. Bref, nous allons parler de tout. Restez branchés avec nous et bienvenue dans l'Interface. Bonjour Michel. Bonjour Steven. Un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur Marseille. Plaisir partagé. Donc tu n'es pas arrivé à ce poste par hasard Michel, donc tu possèdes une expérience et une expertise dans le domaine de l'IT, notamment grâce à ton parcours. Donc tu as un bac+4 en informatique et réseau que tu as fait en alternance pour intégrer le groupe SNEF où tu as commencé par ingénieur réseau pendant 5 ans. Ensuite 10 ans chez Logirem en tant que responsable infra et réseau. Et de là, tu t'es fait repérer par une société sur Marseille nommée Amari Metal France, qui est leader dans la négociation d'acier, d'inox et d'aluminium, où tu as occupé un poste de responsable aussi infrastructure et réseau. Et de là, tu gérais une équipe IT. Tu es aujourd'hui chez CVE depuis 4 ans, en tant que responsable infrastructure et réseau, mais aussi la casquette cybersécurité. Michel, pour nos auditeurs, c'est quoi CVE en quelques mots? CVE, c'est 500 personnes engagées au service d'une cause, produire de l'énergie renouvelable, électricité et gaz vert. Donc CVE accompagne ses clients qui peuvent être des collectivités, des entreprises de toute taille, des communes, aussi bien que des métropoles et des acteurs du monde agricole pour réaliser leurs projets autour de l'énergie verte. En schématisant, on pourrait dire que CVE est un mini EDF entièrement tourné énergie renouvelable. Excellent, excellent. Donc un sujet d'actualité, une belle cause protégée par votre entreprise. J'aimerais comprendre rapidement un peu le côté humain. D'où te vient cette passion pour l'informatique en général? Bon, elle me vient de très jeune. Mon père m'avait offert un ordinateur, un Atari ST 520 pour les anciens qui peuvent savoir ce que c'est, quand j'avais 12 ans. Et c'est là où j'ai découvert une passion pour l'informatique. J'avais déjà eu des prémices d'informatique. Mon frère aîné avait eu un MO5 à cassette, donc des cassettes à borne. Enfin bon. Et du coup, en fait, à l'époque, il fallait programmer pour avoir un jeu vidéo. Donc il fallait programmer son jeu. Donc j'ai découvert l'informatique à ce moment-là, et effectivement, la passion n'a fait que grandir au fur et à mesure de ma vie. J'ai eu après, vers l'âge de 17 ans, j'ai eu un PC sous Windows 95. Et bon, j'ai dû le réinstaller une fois, et là, c'était parti. D'accord. Donc de là, tu savais déjà que tu voulais ton avenir dans l'informatique, en faire ton métier d'une façon ou d'une autre. Ouais, clairement, je l'ai su très très tôt, et je savais que je voulais travailler dans l'informatique très tôt. Alors, je savais pas encore ce que c'était, mais je savais que c'est ça que je voulais faire. Bon, en tout cas, tu as un beau parcours, Michel. C'est intéressant aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent de comprendre aussi un petit peu ton métier. Donc, je répète, donc Michel est responsable infrastructure et réseau, mais notamment la partie cybersécurité. Est-ce qu'on peut savoir aussi, donc voilà, en quelques lignes, en quoi consiste ton métier? Et puis, on peut dire un petit peu aussi quels sont les défis au quotidien dans cette activité. Pour moi, je suis garant du système d'information de CVE. C'est à moi de faire marcher et de m'assurer que le système soit opérationnel au quotidien pour que mes collaborateurs puissent travailler. Ça, c'est ma mission au quotidien. Derrière, ça, bien sûr, ça engendre beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail qui ne se voit pas, c'est un métier de l'ombre, mais justement, si on n'entend pas parler de moi, c'est que j'ai fait mon boulot. D'accord. Ok. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Exactement. Ça fonctionne. Tout ça, tu ne le fais pas tout seul, j'imagine. Tu as aujourd'hui constitué d'une équipe. Ma première question, c'est comment est structurée ton équipe? Du moins, j'imagine que dans toute société informatique, donc on retrouve les mêmes postes, techniciens, responsables, DSI, etc. Donc pour comprendre aujourd'hui, toi, comment est structurer ton équipe? Déjà, il faut savoir que quand je suis arrivé chez CVE, j'étais tout seul au poste de responsable infra, donc j'étais responsable de moi-même et de l'activité. Au fur et à mesure, au vu de la croissance de CVE importante, on en reparlera après, au début, effectivement, faire le travail seul suffisait. Mais au fur et à mesure, effectivement, il a fallu structurer une équipe. Alors, un des points importants dans une équipe informatique, évidemment, c'est son support informatique. C'est le premier contact que les collaborateurs ont. C'est là que vraiment, c'est là où on a accès à l'informatique. Donc cette partie-là chez CVE, elle est sous-traitée.
On a 2 personnes à plein temps chez nous qui s'occupent du support monde entier. On a 2 relais, une fois par semaine, hein, une demi-journée aux États-Unis et une demi-journée au Chili. Ça nous permet de couvrir l'ensemble des besoins des collaborateurs à ce niveau-là. Ensuite, ça c'est la partie frontale. Dans le travail de l'ombre, hein, comme je disais, j'ai 2 personnes. Une personne qui est admin système réseau, avec de fortes compétences, avec qui je travaille depuis très longtemps. On s'entend très bien. Il y a une très très belle cohésion d'équipe. Donc tout un travail d'admin système réseau, gestion des droits, gestion Windows, une très forte expertise aussi dans tout ce qui est ITIL et tout le suivi des outils ITSM. Mais bon, c'est beaucoup plus large, évidemment, des compétences réseau. Dans nos métiers, on est obligé d'être multicasquette. On n'est pas nombreux et on doit savoir tout faire. La deuxième personne qui m'accompagne aujourd'hui, Clément, lui, admin système réseau aussi. Hein, les tâches sont réparties entre les deux. Chacun sait sa affinité, mais aussi sait faire les tâches de l'autre. Peut-être avec moins d'expertise, mais il sait faire. Et Clément est aujourd'hui aussi mon ingénieur cybersécurité, et donc il m'accompagne sur toute cette partie cybersécurité. Ok, intéressant. Donc aujourd'hui, tu es accompagné par 2 personnes. J'ai une question aussi parce que peut-être aujourd'hui, certaines personnes, RSI ou quoi que ce soit, doivent construire une équipe. Ma question, c'est comment tu as choisi tes 2 collaborateurs? Comment tu choisis tes collaborateurs en général? Quand on construit une équipe, il y a forcément l'aspect humain. C'est le premier truc. Il faut que ça fitte au niveau humain. Mes 2 collaborateurs ont des caractères légèrement différents. J'en ai un qui est jovial et plein d'humour. L'autre aussi, mais qui est plus réservé. En fait, ça fait une équipe ultra complémentaire. Donc, qu'est-ce qui a matché? C'est l'humain. C'est l'humain, c'est le feeling. Hein. Je pense que dans les recrutements, il faut aussi savoir écouter son feeling. Pas forcément essayer de chercher le mouton à 5 pattes qui sait tout faire. Les bons humains, ils apprennent très vite. Et c'est le cas de mes équipes. Et aujourd'hui, j'ai vraiment des équipes incroyables. Je te rejoins un petit peu sur cette pensée. Chez Lecoq, on a un petit peu aussi la même philosophie dans le recrutement. On estime aujourd'hui que chez nous, 50%, on va dire, de feeling, de valeurs communes. Donc ça, c'est ce qu'on veut ressentir. Et effectivement, après 50% de technicité, etc. Et ce que j'aime dire aussi, peut-être tu seras d'accord avec moi, c'est que je préfère encore prendre quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, la même envie, qui va respecter, on va dire, les valeurs d'entreprise en général, et que peut-être va être un petit peu moins bon sur le côté technique, parce que je sais que à l'avenir, cette personne a beaucoup plus de possibilités sur long terme de prouver ce qu'elle sait faire et elle sera bien plus valorisée derrière auprès de l'entreprise. Alors, pour venir un peu plus dans le technique, donc tu as 2 collaborateurs. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un projet IT que tu as mené dernièrement? Pendant 3 ans, j'ai entièrement transformé CVE, donc je manque pas d'exemples. Un des projets intéressants, effectivement, c'est la migration à 100% vers le cloud. Je vais donner deux exemples. On a dû se séparer de notre prestataire informatique avec qui on a travaillé pendant des années avec CVE. Bon, il y a eu multiples raisons qui nous ont emmenés à ça, mais effectivement, par exemple, c'est lui qui gérait l'ITSM, c'est lui qui avait aussi l'outil de gestion de nos PC, et c'est lui qui avait de l'antivirus. Donc ça fait partie de 3 beaux projets. Et donc un de ces beaux projets a été effectivement remplacer la gestion des PC et tout passer sur Intune. C'est là où Clément nous a rejoint d'ailleurs. Il était en fin de son stage d'école d'ingénieur, et c'est là où il a su montrer sa forte compétence et sa forte appétence. Un projet pas simple, hein, parce qu'il faut quand même bien maîtriser le truc et faire que ça se passe bien. Il y avait 400 PC à l'époque, répartis dans le monde entier, et ça a été couronné d'un vrai succès parce que l'équipe a été au top. Hein. Donc tu dis que, si je comprends bien, le marché de l'informatique est en constante évolution, ça change vite. Ma question, c'est avec l'évolution des besoins métiers, quels changements techniques, par exemple, tu as dû mettre en place pour qu'on puisse comprendre ces dernières années? Alors, on a vu l'informatique se transformer. Moi, je l'ai connu de totalement on-prem, enfermé dans des murs avec des pare-feux, où on disait, chez nous, c'est là où c'est le plus sécurisé. Bien souvent, en fait, on sait que les attaques cyber, souvent, elles partent de l'interne. Mais en tout cas, on avait l'illusion déjà d'être protégé de l'extérieur, ce qui était déjà pas mal. Effectivement, on l'a vu là récemment se transformer. Alors, forcément, les technologies qui évoluent autour influencent cette évolution, et l'arrivée de la fibre optique a beaucoup influencé le virage vers le cloud. Donc on a vu effectivement ce passage. Donc d'ailleurs c'était une émission en venant chez CVE, on a dit on passe d'une infra on-prem à une infra full Azure, et on est dans cette tendance actuelle d'aller entièrement vers le cloud. Excellent, très bien. Donc on voit effectivement que le marché évolue. Pour comprendre, donc Michel, c'est quelqu'un que je connais déjà depuis plusieurs années, que j'ai pu accompagner aussi dans ses dernières sociétés, même dans ses expériences avant chez CVE. Et donc c'est vrai que Michel, si je dois le décrire, c'est avant tout quelqu'un qui mettait
très fidèle, parce qu'aujourd'hui, il y a, alors c'est même, on peut dire, un peu un ami aujourd'hui, Michel, une confiance s'est installée. Donc tu disais que donc un des prestataires, tu ne l'avais pas gardé. Comment tu sélectionnes aujourd'hui tes fournisseurs, tes prestataires? Et cette question est aussi intéressante parce que des fois, on rencontre beaucoup d'entreprises qui sont un petit peu perdues. Il y a des constructeurs partout, des fournisseurs partout. Donc quels sont, toi, tes critères aujourd'hui pour sélectionner le bon fournisseur? Ouais, ça aussi, c'est pas évident. C'est vrai qu'on est excessivement sollicité. Je dis souvent, j'estime à 30% de mon temps, du temps passé à recevoir des prestataires, des commerciaux, que ce soit des boîtes IT ou des vendeurs de matériel, enfin des revendeurs, hein, directement des marques. L'objectif pour moi de rester en contact avec ce monde des fournisseurs, c'est déjà d'être up to date par rapport à tout ce qui se fait au niveau des dernières technologies. Et dans la relation, dans l'échange, et puis après, dans le travail, on crée cette relation. Et je reconnais que moi, j'aime bien avoir des partenaires à qui je peux faire confiance totalement. Et c'est vrai que on le sait tous les deux, mais ensemble, on travaille depuis presque 8 ans ensemble. Globalement, tu sais que je te challenge de temps en temps, et que pour l'instant, tes compétences et ton investissement font qu'aujourd'hui, c'est toi qui marche avec nous, quoi. Et il y a, au-delà de ça, il y a aussi cette relation où je demande un truc et j'ai de la réactivité, t'es là, t'es présent, et puis au-delà de ça, effectivement, on a créé une quasi-amitié, on peut le dire, c'est clair, au fur et à mesure des années. Donc, merci Michel, en tout cas. Peut-être rougir un petit peu, mais non, c'est la caméra, ça se verra pas. Oui, effectivement, comme dit Michel, donc c'est vrai qu'on l'accompagne sur tout ce qui est le matériel informatique, le renouvellement du matériel en général, que ça soit les laptops, que ça soit de l'accessoire et j'en passe, de l'écran caméra. On fait aussi la prestation Intune Autopilote pour Michel. Et donc c'est vrai que comme disait Michel, ça fait plaisir de pouvoir accompagner, de voir aussi ses clients évoluer dans le temps. Et nous, chez Lecoq Informatique, c'est avant tout aussi une question de passion, parce que demain, on aime accompagner et ça, c'est ce qui nous rend heureux dans la vie vraiment de tous les jours. Donc Michel, la question que j'ai aujourd'hui, donc quand tu nous commandes du matériel informatique en général, comment tu bases tes décisions d'investissement sur le matériel IT? Est-ce que c'est plus pour une opération? Est-ce que c'est plus du long terme? Est-ce que c'est un coût total de possession? Comment vois-tu ça? Alors, c'est très lié à chaque société dans laquelle j'ai pu passer, donc chacune a ses besoins et ses exigences. Globalement, il faut identifier quels sont les besoins des collaborateurs. Chez CVE, on a quand même une activité qui est fortement liée, au bureau, l'activité des bureaux, qui tourne autour des outils Microsoft 365. Donc, il faut des équipements qui effectivement permettent de répondre à ces besoins-là. L'objectif aussi, c'est de pouvoir avoir des équipements qui durent dans le temps, parce que effectivement, il y a quand même chez CVE une vraie sensibilité à l'écologie que je partage entièrement. Quand on achète un PC, il y a un impact carbone. On crée ce PC, on crée de l'impact. Autant essayer de faire que cet impact carbone soit lissé dans le temps le plus possible. Donc oui, le choix est guidé entre le besoin, l'impact écologique et évidemment, on va pas se mentir, le budget, bien sûr. Il faut ait de trouver le juste milieu entre ces trois éléments, que les collaborateurs aient un matériel qui leur satisfasse au quotidien sur le plus long terme possible, qu'on ait les performances qui soient au rendez-vous, que ça dure dans le temps, et aussi qu'on ruine pas la société à coup de matériel informatique. Michel, on va passer sur un sujet, je sais qui t'intéresse, je sais qu'aussi ça te passionne, c'est tout ce qui est cybersécurité et la résilience IT en général. On sait très bien aujourd'hui que les cyberattaques, elles augmentent de façon drastique, que ça soit du ransomware, du phishing, bref, il y a aujourd'hui, les pirates sont de plus en plus préparés pour pouvoir attaquer des entreprises. On sait qu'aujourd'hui, vous êtes aussi dans le milieu de l'énergie. L'énergie, c'est un peu un domaine assez sensible, il faut aussi le dire. Vous, avec les cyberattaques qui augmentent, qu'est-ce que tu as mis en place? Comment fais-tu pour te protéger et ainsi être, bien sûr, intouchable? Ça, c'est une motivation qui est arrivée dès que je suis arrivé chez CVE. J'ai dit, dans le contexte dans lequel on est actuellement, il faut que je pense tout de suite cybersécurité. Donc effectivement, on a mis en place une infrastructure dans Azure et tout de suite, j'ai dit, on met les niveaux de cybersécurité maximum qui me sont proposés par Microsoft aujourd'hui,
des EDR, des pare-feux sur chaque machine, des auto-updates sur chaque machine. En gros, voilà, l'objectif c'était que on puisse, et bien sûr un SIEM, pardon, j'ai oublié de le dire, mais qui corrèle toutes les logs et qui permet d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur mon infrastructure. S'il y a de la transversalité, on pourra le savoir. Donc ça, c'est hyper important. C'est effectivement, aujourd'hui, on s'oriente vers le cloud. Avant, effectivement, je le disais, on était tout en interne, on mettait des pare-feux autour, on protégeait comme ça. Aujourd'hui, on est tout en externe et les modes d'accès sont très différents. Évidemment, l'objectif, c'est d'atteindre le Graal qui est le Zero Trust. Zero Trust, c'est-à-dire qu'on fait confiance à personne. Un collaborateur, on le considère comme une personne pas de confiance. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est de protéger au mieux l'infrastructure et l'accès aux données de CVE, hein, c'est mon rôle. Protéger les données de CVE, protéger les infrastructures de CVE pour que CVE puisse toujours travailler. Comment ça se matérialise ? Faut connaître l'identité, et donc être sûr de l'identité du collaborateur. Pour ça, ça passe par un mot de passe, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, les mots de passe, c'est plus suffisant du tout. Donc c'est double authentification, obligatoire. J'ai eu une chance forte d'avoir un DSI investi et compétent et qui portait les bonnes décisions et une direction qui m'a 100% suivi et appuyé derrière. Donc ça a été une vraie chance. Et effectivement, c'est la double authentification, on l'a mis très tôt. Dès que je suis arrivé en 2021, on généralise la double authentification à tout le monde. Déjà, première étape, ça permet d'être sûr qu'on a un humain connu chez nous, qui est bien le bon humain, qui accède aux données. Premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est là aussi pourquoi on a mis en place Intune, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser nos équipements, il faut connaître nos équipements, et il faut savoir quels équipements sont autorisés à accéder aux données. Donc, ça nécessitait effectivement pour ça d'avoir une gestion des équipements. Donc, tous les PC aujourd'hui sont sur Intune, et donc du coup, on arrive de plus en plus comme ça à savoir le PC autorisé, le collaborateur autorisé. Et du coup, avec ce couple-là, on peut accéder aux données. Donc, on est vraiment le Zero Trust, c'est ça. C'est il faut que tu prouves que tu es le bon humain qui accède aux données et que ta machine est autorisée à accéder aux données. Avec ça, effectivement, on approche du Zero Trust. Alors, j'ai encore pas mal de travail à faire, mais j'ai bien avancé sur le sujet. On touche au Zero Trust. On y sera à la fin de l'année à 100%. Pour moi, l'étape suivante aussi, c'est qu'aujourd'hui, les points les plus faibles dans les sociétés, en tout cas les points les plus intéressants pour un pirate, c'est d'attaquer Active Directory. Donc, si on part du concept qu'on a la chance chez CVE de pouvoir, d'ici peu de temps, se passer d'Active Directory, ça veut dire qu'on a enlevé le point le plus faible de la société. On commencera sur des choses un peu sérieuses et un peu sympathiques, et je pourrais dire que CVE a atteint un très haut niveau de maturité au niveau de la cybersécurité. D'accord. Et est-ce que ça, le fait que vous soyez dans le domaine de l'énergie, est-ce que ça aussi une raison de plus pour d'autant plus faire en sorte d'être proche du Zero Trust, ou pour toi, quelle que soit l'activité, il faut toujours aller chercher ce Zero Trust? Pour moi, quelle que soit l'activité, il faut aller chercher ce Zero Trust. Parce que si c'est vrai pour les énergies, et c'est vrai pour toutes les autres sociétés. On le voit autour de nous, les hôpitaux, des grosses sociétés, Bouygues Télécom, Obad, il y en a eu des centaines. Il suffit de regarder la liste. Aujourd'hui, les attaques, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et le pirate, il peut cibler l'énergie, mais en général, il cible le plus faible. Donc l'objectif aussi de la cybersécurité est de mettre le plus de verrous possible à sa porte pour que le pirate il dise la porte est trop compliquée à ouvrir, je vais ouvrir la porte d'à côté, elle est plus facile. Voilà. Donc c'est de faire une porte qui est compliquée à ouvrir pour que il puisse pas rentrer. Quelle que soit l'activité, il faut se protéger. Alors c'est vrai que les énergies, d'ailleurs la loi de NIS 2 le dit, puisque on fait partie de ces activités qui ont été identifiées par l'Union européenne comme activités sensibles. Effectivement, sans énergie, un pays ne tourne pas. Donc d'autant plus, il faut se protéger plus que les autres activités parce qu'on a cette mission où on fournit l'énergie à la population. Et on permet à la population de vivre. Sans énergie, aujourd'hui, on fait plus rien. Parlons un peu plus de toi, mais aussi de ta vision. Ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est que comme on le sait, les tendances technologiques aussi évoluent énormément avec l'intelligence artificielle, que ce soit la robotique. On voit même aujourd'hui certaines sociétés qui commencent à se mettre dans le spatial pour faire même des labos en orbite. Ça existe, des médicaments. Quelles sont pour toi aujourd'hui les tendances technologiques qui t'enthousiasment? C'est sûr que l'IA est arrivée très vite. Et pour moi, l'IA est un vrai tournant dans l'informatique, clairement. Pour moi, je dis toujours, l'IA est un peu ce que la calculatrice est aux maths.
Mhm. Globalement, tout le monde est capable de faire un calcul compliqué. Ça prend plus ou moins de temps, évidemment, en fonction de notre distance avec les cours de maths. Mais globalement, voilà, c'est quand même beaucoup plus facile de prendre sa calculatrice, de faire son calcul, d'avoir le résultat. L'IA générative, c'est la même chose au texte. C'est-à-dire que donne-moi un texte. Globalement, tout le monde est capable d'écrire ce texte. Mais quand il est généré directement, ça nous donne une orientation et ça fait gagner énormément de temps. C'est ça l'idée, c'est qu'effectivement, c'est le gain de temps sur des tâches sur lesquelles on n'a pas forcément une valeur ajoutée à y passer son temps. Donc vraiment, il y a une grosse évolution sur l'IA. Alors pas que sur l'IA générative, sur l'IA en général. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la puissance des machines, tout ce qu'on a pu mettre en place, amène à ces modèles hyper intéressants où on va pouvoir faire des choses incroyables. Et donc toi, c'était des sujets qui t'enthousiasment, ou tu penses que c'était vraiment une bonne chose, ou tu as aussi certaines personnes, tu as eu certains organismes qui s'appellent POSIA, ont demandé aux développeurs en général, OpenAI, Microsoft ou Google Gemini ou quoi que ce soit, de éventuellement faire des pauses pour pas aller trop vite. Comment tu vois la chose? Est-ce que tu vois ça plus comme un outil, comme un ami ou comme un ennemi? Alors non, ça, je pense qu'il faut toujours voir le positif. Évidemment, comme tout, on a fait le nucléaire pour faire de l'énergie, de l'électricité incroyable, pas cher pendant des années, etc. Mais on a aussi fait des bombes nucléaires. C'est la même chose. L'être humain sait faire du bon comme du mauvais. À nous de garder l'intelligence et le recul de ce qu'on lit aussi malgré tout. C'est sûr que ça pose aussi des défis pour demain, parce que on le voit aujourd'hui, on arrive à générer des images et des vidéos d'un réalisme incroyable. Donc du coup, effectivement, ça va devoir nous obliger à prendre du recul sur ce qu'on voit et sur ce qu'on entend et ce qu'on lit. Mais globalement, je suis persuadé que la technologie va apporter beaucoup dans tous les domaines, et même la robotique. Je veux dire, on voit l'évolution aujourd'hui, c'est incroyable. On n'empêchera pas, évidemment, que ce soit utilisé pour des façons mauvaises, détourner des choses. L'être humain, il est fait de bon et de mauvais. Donc oui, il y a du risque, il faut le savoir, mais il y a aussi du bon et ce serait dommage de passer à côté. Est-ce que donc c'est vrai qu'on parlait de générer les images, etc. On le voit aujourd'hui même avec les dernières versions de OpenAI et ChatGPT, c'est assez impressionnant le résultat et quand même voilà, on est bluffé à chaque fois, que ce soit même sur de la génération d'images, de la génération même de images to vidéo. Enfin voilà, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, est-ce que par exemple vous chez CVE vous utilisez l'IA pour certaines. Est-ce que ça peut avoir du sens aujourd'hui dans ton métier? Et est-ce que aussi, donc l'IA, ça va être, on parle, il n'y a pas que les images, il y a aussi tout ce qui va être workflow, automatisation, etc. Est-ce que c'est déjà des choses que vous avez mis en place ou peut-être non, vous attendez encore des versions peut-être plus abouties? On sait qu'il y a la super intelligence artificielle qui va arriver, etc. Donc voilà, comment vois-tu la chose sur ce sujet-là? On a de la chance d'avoir une direction qui a eu l'intelligence de dire il faut prendre le train. Et je pense qu'ils ont été clairvoyants sur le sujet. Un lot de collaborateurs qui sont en test sur Copilot. L'objectif de Copilot, en fait, c'est de gagner du temps au quotidien. C'est vraiment là où le produit, pour moi, aujourd'hui, a une vraie valeur ajoutée. Il a son petit module ChatGPT qui nous permet d'utiliser ChatGPT de façon sécurisée. C'est-à-dire qu'on peut sécuriser et aussi en lien avec nos documents et notre environnement Microsoft où il y a toutes nos données dedans. Ça avance, nos collaborateurs bossent dessus. Alors, c'est vrai qu'il est, comme souvent, chez les produits, dans les produits Microsoft, on nous a vendu quelque chose d'exceptionnel, qui serait incroyable. Forcément, quand il est sorti, il n'était pas tout à fait mûr et ça a créé un peu de déception. Le produit avance. Le produit avance très vite. Les développeurs de Microsoft avancent très vite. Ça sait faire de plus en plus de choses. Et au quotidien, il y a vraiment un gain qui commence à être palpable par les équipes, aussi bien dans la gestion des mails que dans la rédaction d'un PowerPoint, que même pour l'optimiser de l'Excel. Ça, voilà, là c'est incroyable. Il nous pond des formules que j'aurais mis moi beaucoup plus de temps à trouver en cherchant des podcasts et des choses comme ça. Donc non, là sur ce côté-là, c'est très positif. Après, on n'interdit pas nous l'utilisation de ChatGPT dans l'entreprise. Simplement, on dit si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc dans l'idée, c'est ne donnez pas des informations privées de l'entreprise. Globalement, par exemple, rédiger un discours d'ouverture de centrale, on peut très bien le faire par ChatGPT. C'est pas confidentiel, tout le monde sait, la centrale elle est finie d'être construite. Ouais, il n'y a rien de confidentiel. On peut très bien se faire aider de ChatGPT sur ce sujet-là. Il suffit de poser la question à ChatGPT lui-même. Est-ce que je peux te donner des données confidentielles? Vous verrez la réponse
est édifiante. N'hésitez pas à poser cette question à ChatGPT. Moi-même, je l'ai jamais fait, Michel. Et après ce podcast, je risque de le faire avec toi. On va regarder ce que ça donne. Est-ce que c'est pas aussi peut-être une bonne chose de laisser l'IA sur des tâches qui sont moins, enfin, entre guillemets, moins intéressantes pour avoir plus de temps à mettre dans ces zones de génie? Et il faudra faire attention aussi quand même de pas laisser pour compte certaines personnes qui ont pas forcément l'appétence pour aller sur ces choses-là. Mais globalement, oui, bien sûr, libérons-nous des tâches inutiles qui apportent pas grand-chose au quotidien pour pouvoir effectivement libérer le meilleur de ce qu'on peut apporter en tant qu'être humain. Une question que j'ai à te poser, parce que c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, tu as des grosses entreprises, que ça soit Dell, Intel, qui ont fait des licenciements massifs. Encore dernièrement sur Barcelone, Facebook, qui est un groupe Meta, une tour, ont licencié plus de 2000 Français. Certains disent que l'IA va remplacer l'humain. Donc, à une personne optimiste, qu'est-ce qu'elle doit répondre à une personne moins optimiste qui lui dira l'IA remplacera l'humain et peut-être toi-même un jour ton poste sera peut-être impacté? Oui, alors la réponse c'est oui. Oui, comme les chaînes de montage pour les voitures ont remplacé les humains qui tournaient les boulons. Oui, évidemment. Oui, il y a des métiers qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont se créer, et beaucoup d'autres qui vont se créer. On va laisser la possibilité à l'humain de pouvoir faire autre chose. Globalement, oui, l'humain est flemmard. Maintenant, l'humain, il a besoin de créer, il a besoin de faire des choses, il a besoin de travailler, il a besoin d'être utile. Donc ça, les deux, voilà, tout ce qui est rébarbatif et répétitif, ce sera laissé effectivement à l'intelligence artificielle, aux robots et à l'automatisation en général, comme ça l'est depuis le début du 19e siècle. Hein, on le voit, hein, voilà. On fera moins de tâches rébarbatives et on aura plus de temps sur les choses qui vont pouvoir nous apporter au quotidien une vraie valeur, quoi. Ouais, et nous permettre aussi de nous développer, voilà, en déléguant ces choses qui prennent du temps et qui nous apportent pas forcément de valeur, aller chercher plus de valeur et rester dans nos zones de génie. Excellent. Bah écoute, plutôt une vision. Je partage ta vision sur l'IA. Il y a une quantité de métiers qui n'existaient pas, qui se sont créés avec l'arrivée de nouvelles technologies. Et ça, l'humain doit s'en rendre compte parce que c'est vrai que sur le coup, aujourd'hui, ça peut faire un peu peur. Mais bien sûr, comme dit Michel, vous avez énormément d'exemples qui montrent que l'humain a su trouver du renouveau et des nouveaux métiers arrivent. Voilà, donc Quand quelque chose s'arrête, quelque chose d'autre se crée. belle philosophie. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Et je pense qu'essayer de lutter contre l'IA, ça sert à rien. C'est déjà là en fait. C'est déjà là. Essayer de la cadrer, c'est bien, mais ça paraît difficile, un peu utopique aussi. C'est comme essayer de cadrer le dark web, on n'a jamais réussi. Donc on n'arrivera jamais à cadrer la dark IA. On va revenir un petit peu à ton métier parce que peut-être certaines personnes nous écoutent, aimeraient devenir RSI, peut-être même DSI, et sont techniciens et veulent se lancer dans l'informatique. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est dans ton métier, comment tu fais pour rester à jour? Quelle est la routine d'un RSI pour être à la pointe de la technologie et aussi peut-être avoir parce que c'est toujours beaucoup d'informations, etc. Donc voilà, d'un point de vue même éducatif, mais même dans la vie de tous les jours, quelles sont tes actions que tu mets en place pour rester à jour et bien sûr avoir la forme tous les jours chez CVE pour pouvoir mener à bien tes missions? Alors, un truc simple déjà, je fais le meilleur métier du monde. Voilà. Ah. Et ça, c'est y a pas photo. J'aurais jamais rien fait. Enfin, si on me demandait qu'est-ce que tu changerais dans ta vie, dans ton métier, rien. Voilà. Rien. J'adore ce que je fais. J'y prends un plaisir voilà, indescriptible. Oui, ça demande de rester à jour tout le temps, mais ça aussi, c'est ça qui était plaisant dans ce métier, c'est que c'est jamais le même. Ce n'est plus du tout le même métier que je fais aujourd'hui que ce que j'ai fait quand j'ai commencé ma D'où carrière. l'importance de la passion. Oui, alors la passion, bien sûr, ouais, tout à fait, c'est essentiel parce que ça demande de se maintenir à jour tous les jours par quand même la presse informatique globalement, les articles, qu'est-ce qui se passe dans le monde, etc., etc. Je passe 30% de mon temps à peu près à recevoir des entreprises de l'IT, des gens autour de l'IT qui me présentent les produits, les évolutions et tout ce qui se fait. On avait besoin d'un outil de sensibilisation à la cybersécurité pour nos collaborateurs. Après, on va se mentir, hein, la cybersécurité, c'est un sujet qui est ultra chiant pour les collaborateurs. Hein. Alors, excusez-moi pour le gros mot, mais globalement, quand on arrive en parler de cybersécurité, voilà. Compliqué d'arriver à ce que les gens adhèrent et quand même disent la cybersécurité. Voilà. Donc j'ai cherché, j'ai regardé un peu le marché, machin, j'ai vu plein de boîtes, des boîtes qui étaient anciennes, qui avaient plein de médias, plein de trucs. Mais le problème, c'est que les médias, il faut aller sur le truc, il faut cliquer, il faut aller regarder le truc. Alors il y avait des vidéos, des jeux, des machins, des choses pas mal. Au milieu de tout ça, à un moment,
j'ai un contact, quelqu'un qui me dit voilà, on est une société de cybersécurité, on a un produit machin, est vachement innovant. Est-ce que ça vous bien, oui, ça m'intéresse. Viens me parler de ton produit parce que j'ai besoin d'avoir toujours ce coup d'avance, de savoir et de connaître. Au moment où je le cherchais, on n'avait pas le budget fait spécifiquement pour cette partie-là, mais je savais qu'un jour on aurait besoin chez CVE d'avoir ce produit-là. Donc vas-y, viens m'en parler. On peut parler de la technologie de SASI aujourd'hui, j'ai vu HP, j'ai vu Cisco, j'ai vu bien sûr Cato, enfin j'ai vu tous les acteurs, je rencontre tous les acteurs. Ça me permet de faire une idée de chacun comment il appréhende le sujet et quel est le produit qui va être le plus adapté à CVE par rapport où il en est aujourd'hui et par rapport aux besoins où il en est. Donc c'est là où c'est intéressant d'avoir vraiment le côté passion, parce que j'imagine que si Michel n'était pas passionné et passait 30% de son temps à écouter des choses qui ne l'intéressent pas, ça serait bien moins agréable. Donc c'est vrai que c'est la passion. Est-ce que peut-être aussi tu as par exemple des livres ou des podcasts que tu peux conseiller à nos auditeurs qui souhaitent par exemple en savoir un peu plus sur l'informatique, sur la cybersécurité ou même sur l'infrastructure IT en général? Une de mes passions, tu le sais, hein, c'est la cybersécurité. S'il y a un podcast que je peux conseiller autour de la cybersécurité, même si parfois il peut être un peu dur à absorber, c'est No Limit Sécu. 6 ou 7 ans que j'écoute le podcast et en fait, j'ai qu'une impatience. Le lundi matin, c'est prendre ma voiture pour pouvoir écouter d'où la le nouveau passion sujet. qui revient toujours. Donc on passe d'ailleurs le bonjour à No Limit Secure. Et donc Michel, maintenant c'est vrai qu'on a le podcast L'Interface aussi qui va traiter l'IT, donc n'hésitez pas à nous suivre, c'est nouveau, on le sait. Michel, j'espère que aussi tu pourras suivre tous ces podcasts traités à l'IT, ça nous fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc un très bon podcast que tu conseilles. Est-ce que peut-être tu as d'autres choses à conseiller ou pour toi, voilà, sur la cybersécurité déjà c'est pas mal? Je suis le CRTFR qui est le site de l'État, hein, de l'ANSSI, qui nous liste toutes les nouvelles failles de cybersécurité qui sortent tous les jours pour que je sache, aujourd'hui il y a une faille de sécurité sur quelque chose qui concerne CVE, il faut que je m'en occupe, il faut patcher, il faut mettre à jour, il faut sécuriser. Ok, donc il y a vraiment ce travail de toujours être constant sur l'éducation, voir ce qui se passe, etc. C'est très intéressant. Donc c'est pour ça, encore une fois, ça demande de la passion. Concernant ton métier, quand on entend tout ça, on se dit que waouh, il y a plein de choses. C'est vraiment très vaste. Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est aussi un petit peu l'équilibre vie pro, vie perso sur ce métier-là pour les jeunes aussi qui nous écoutent ou les gens, peut-être comme j'ai dit, qui sont techniciens qui aimeraient évoluer. Est-ce qu'un équilibre perso-vie pro est possible? Est-ce que le pro prend beaucoup de place? Parce que c'est aussi de la passion. Ouais, alors c'est sûr que c'est un équilibre qui est dur à trouver, surtout quand c'est une passion. En vrai, c'est ça. C'est que oui, j'ai beaucoup donné à mon métier, mais j'ai jamais senti que c'était difficile. Ça a toujours été un plaisir. Le plus difficile, c'est de se réfréner à un moment pour dire hop, 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 hop. Le pro prend trop de place. Il faut que je laisse de la place au perso. Faut savoir laisser de la place au perso. Oui, la vie est courte, mais malgré tout, on a du temps pour faire les choses. Si vous faites pas le boulot aujourd'hui, il vous attendra demain. Personne ne fera votre place, il n'y a pas de problème. Mais globalement, on arrive à trouver au fur et à mesure l'équilibre. Mon obsession autour de la cybersécurité, c'est aussi parce que il y a un moment, quand on est tranquille et qu'on sait qu'il n'y aura pas de problème, on est tranquille à la maison. Donc on arrive à trouver, clairement on arrive à trouver l'équilibre. Mon autre passion à côté, c'est la musique, tu le sais aussi. Avec CVE qui m'a donné l'opportunité de créer avec un collègue, avec des collègues, le groupe de musique de CVE. C'est une autre aventure qui est exceptionnelle, sur laquelle c'est vraiment génial aussi de pouvoir vivre ça. Mais c'est intéressant parce que tu es en train de dire en fait qu'il y a aussi de la place pour autre chose. Exactement. Voilà, tu n'es pas donc. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut peut-être saluer Cyril qui est tout à fait. Voilà, Cyril on t'embrasse fort, qui est aussi voilà son partenaire du tous les jours dans le travail, mais aussi sur scène. Alors dans cet équilibre vie pro perso, on va poser une question aussi qui peut être peut-être un petit peu plus sensible. Voilà, tu n'es pas obligé d'y répondre bien sûr, ou juste te donner une fourchette. En termes de salaire, voilà, salaire annuel. Qu'est-ce qu'on peut espérer en termes, voilà, peut-être de technicien, quand ensuite on passe RSI, peut-être même DSI. Est-ce que tu connais un petit peu ces chiffres? J'ai quelques notions. Je suis pas je suis pas hyper fort là-dessus, mais au support 35 K brut annuel à peu près. Et après, il faut se laisser le temps d'avancer, hein, d'évoluer, d'apprendre, bien sûr. On arrive ingénieur débutant à 40, on passe après 45, responsable infra d'une petite équipe, voilà, chez Logirem, on est aux alentours 50, 55, responsable d'une équipe et d'une boîte un peu plus importante, on arrive aux alentours des 60. Aujourd'hui,
Alors, c'est pas mon cas, mais aujourd'hui, le marché sur un responsable infrastructure système réseau est aux alentours des 70-75 000 euros brut annuel. Donc pour ceux qui nous écoutent, voilà, vous avez la passion, n'hésitez pas à vous lancer dans ce travail. Il faut du temps, hein, tu n'étais pas arrivé là comme ça, Non, mais ça évolue. Et j'imagine qu'après on peut même évoluer, voilà, en tant que DSI, etc. Et là, ça peut aussi encore monter. oui. Donc voilà, c'est aussi comme il y aura toujours du travail dans l'IT, ça évolue, les salaires sont bons. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous les poser. Nous on se connaît avec Michel. Si vous souhaitez avoir quelques réponses, vous pouvez les mettre en commentaire. On y répondra avec plaisir. Michel, on va bientôt conclure ce podcast. Ma dernière question, c'est un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'infrastructure réseau, dans tout ce qui est cybersécurité. Quel est ton conseil aujourd'hui que tu peux donner à ce monsieur tout le monde qui nous écoute et qui aimerait, en te voyant, se dire c'est un poste qui me plairait? Allez-y, foncez déjà. Non, la motivation. non, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Ça change tous les jours. Ça évolue tous les jours. Il y a des nouveaux défis tous les jours. Si vous pensez que vous venez faire la même chose et cliquer sur le même truc tous les jours, hein, venez pas. Si vous voulez voir un truc nouveau tous les jours, faites de l'informatique, faites de l'infra. Pendant des années, moi, mon infra était on-prem chez moi. J'avais des racks de serveurs avec des serveurs machin. Aujourd'hui, elle est cloud. Il y a toujours des serveurs qui existent. Mais il y a des métiers encore qui ont changé. Il y a des gens qui s'occupent des salles des serveurs. Ça évolue, ça change tout le temps. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Il faut avoir le sens de pas oublier qu'on fait de l'informatique pour les autres. On le fait pas pour soi. On le fait pour les autres. Intéressant. Et il faut pas attendre de retour des autres. S'ils vous disent rien, c'est que vous avez vachement bien fait votre métier. Okay. On revient un petit peu à ce qu'on a dit. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et d'accord, donc c'est de la passion, c'est faire pour les autres. Et ça, on le ressent quand tu parles, Michel. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi, Steven. Merci à toute l'équipe CVE de nous avoir accueillis dans leur magnifique bâtiment. Toute l'équipe a été exceptionnelle. On a eu un accueil vraiment extraordinaire. Merci encore énormément à vous. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire, nous prendrons le temps d'y répondre. Si vous êtes une société et que vous recherchez de l'informatique, vous avez besoin d'ordinateurs, d'écrans, de switches, de serveurs, d'accessoires, bref, un 360 sur l'informatique, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet ou directement par téléphone. Vous aurez bien sûr toutes les informations sur Google. Encore merci d'avoir été présent pour ce podcast. Encore une fois, merci Michel. Merci à tous d'avoir été présents et de nous avoir écoutés dans le podcast L'Interface fait par Lecoq Informatique. Et je vous dis à très bientôt.